Maintenant, je vais plutôt vous poser une question vous verrez qui c'est qui veut répondre. Mais en fait, on sait qu'actuellement, c'est pas des jeunes qui s'engagent, c'est que 24% des personnes engagées qui ont moins de 35 ans. Donc ça veut dire que globalement, c'est des personnes plus âgées, voire très âgées, qui sont engagées. Euh, En fait, comment vous vous êtes dit, bon, il y a cette histoire de vidéo, etc., mais il y a dû avoir quand même quelque chose avant, peut-être? Peut-être dans votre famille ou des choses comme ça. Par exemple, l'invité d'avant, en fait, c'est sa famille qui est engagée de manière globale. Et donc, du coup, elle a senti l'envie de s'engager elle aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou autre qui vous a donné tout simplement l'envie de vous engager aussi jeune? Parce que vous étiez quand même encore ado quand vous vous êtes engagés tous les trois dans cette aventure de Tip Top. Après, quand on voit, nous, on a la chance d'avoir une maman qui se bat qui se bat pour nous, qui est toujours là pour nous soutenir, qui fera toutes les démarches, tout ce qu'il faut. Et quand on voit qu'elle se bat et que ça porte pas forcément ses fruits, bah, notamment pour Maxime, et qu'elle n'est pas écoutée et que c'est juste un parcours du combattant sans issue finalement, bah, on se dit que la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer ce qu'elle fait pour nous et le faire pour les autres et voir son combat, ça peut donner envie de s'engager derrière. Et voilà, après, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. C'est plus facile de s'engager quand on est plusieurs que quand on est seul. Nous, on a la chance, on est une fratrie, donc intervenir à trois, c'est mieux que porter un projet tout seul, mais je pense que ça dépend du tempérament et de la volonté de chacun. Ouais, ça vous a un peu créé une force d'être tous les trois. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti la même chose? Bon, j'imagine, mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous a poussé à vous engager? D'abord Alexandre plutôt, et puis après Maxime de rentrer dans l'association. Euh, Moi, c'était suivre le projet. On reste une fratrie qui aime bien s'investir dans des projets. Et donc, le fait d'avoir notre projet à nous et notre association, ça a pu être un facteur. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on le fait tous les trois en fratrie et que ça peut aider des gens et que ça peut aider à sensibiliser. Et toi, Maxime? Moi, c'est que j'ai voulu m'engager pour aider les personnes atteintes de TDAH ou de 10. Et je voulais suivre mon frère et ma sœur. C'était pas pour louper l'école. Aussi un peu. Je tiens à le dire, c'était pour louper l'école. Non, mais oui, en fait, je pense que ça a été aussi votre force, votre maman et le fait d'être tous les trois. Ça, c'est vrai que quand on est en famille pour faire quelque chose, c'est toujours plus beau et beaucoup plus intéressant et motivant. Ok. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire la mise en situation. Donc, je vais vous lire la mise en situation et après, on verra qui c'est qui peut répondre. Ça vous va? Allez. Donc, imagine, t'es en cours ou à la cafette et une ou un pote ou un camarade te dit non mais sérieux, les tiers-temps au bac ou en partiel ou même au brevet, c'est abusé, c'est pas équitable pour les autres, vous avez plus de temps, c'est trop facile. Qu'est-ce que on pourrait répondre à cette personne-là? Parce que les personnes qui nous écoutent, peut-être, elles ont déjà vécu ces situations-là ou elles les vivront. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre à ces personnes-là et comment on pourrait se comporter aussi pour leur faire comprendre votre message? Mais je dirais que c'est un aménagement comme un autre. On va pas aller retirer des lunettes à une personne qui a des troubles de la vision ou même pour le voir encore plus explicitement, une personne qui a des béquilles ou qui est en fauteuil roulant, on va pas aller lui dire de faire un 100 mètres ou d'essayer de faire un marathon. Donc c'est un aménagement qu'il faut voir en tant que tel et c'est pas parce que c'est invisible qu'il faut l'oublier, il faut quand même le considérer. Mais la situation, moi, elle m'est arrivée. Donc, j'avais un copain on était en première, on révisait pour le bac de français. Et il y avait les figures de style. On avait passé 3 heures à réviser les figures de style, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas. Au final, au contrôle, on a les résultats, il a 20. Et il sort, donc il est super content de lui. Et il y a ses copains qui passent derrière et je les entends, ils disent ah ouais, non, mais tout ça, c'est parce qu'il a les aménagements, c'est les points PAP. Et après, bah, en fait, je trouve ça horrible que déjà ça soit dit dans son dos et que ses copains croient pas en ses capacités, alors que justement, c'est parce qu'il a ses aménagements que ça lui permet d'avoir les résultats que tout le monde pourrait avoir et d'arriver à une équité certaine. Donc, et ça, c'est compliqué à comprendre. Donc,
par des ateliers de mise en situation, et c'est ce qu'on fait avec l'asso. C'est on les fait se mettre à la place de l'élève, comme ça ils comprennent la véritable nécessité des aménagements, et donc que c'est pas de la triche, ou c'est pas trop facile, ou que c'est juste pour l'aider, quoi. Et c'est quoi les activités que vous faites pour faire comprendre aux personnes non dyslexiques ou non TDAH qu'elles ont, enfin, faire comprendre le trouble? Par exemple, la dyslexie, on va les faire se mettre à la place d'un élève dyslexique en lisant comme un dyslexique. Et donc après, ils vont lire un texte. Déjà, ils n'arrivent pas à le lire parce que ça bouge, c'est compliqué. Et surtout, ils se rendent compte qu'à la fin, ils ont lu le texte, mais ils n'ont rien compris au texte. Ils n'ont retenu aucune info alors que le texte est super simple. Et donc ça montre que non seulement le dyslexique, il a besoin d'un tiers temps pour pouvoir déchiffrer au début les mots et donc le texte. Ensuite, une deuxième lecture pour pouvoir le comprendre et une troisième lecture pour pouvoir répondre aux questions. Alors que nous, quand on n'a pas de trouble, moi, je lis le texte et je réponds en même temps. Ou à la limite, je fais une première lecture et je réponds. Donc c'est là où on voit la véritable nécessité des aménagements. Et en général, c'est hyper bien reçu. Et de la part des professeurs aussi, parce que c'est pas que les camarades. Les enseignants, il faut qu'ils voient la nécessité de mettre l'aménagement à l'enfant. Et donc c'est quand les enseignants se mettent à leur place, c'est génial, ça marche super bien après. Ok. Est-ce que Maxime, toi, tu voudrais répondre quelque chose si on te dit ça un jour ou si t'entends dire ça? Faut répondre. Ouais, si t'as un copain qui te dit ça, tu dis quoi? Je défonce. Je suis pas sûre que c'est ça qu'on veut prôner ici, mais bon, pourquoi pas. Hein. Je suis pas sûre que le message passera, mais au moins il y aura quelque chose qui sera passé, ça c'est sûr. Je lui dis. Tu veux mes aménagements pour mon handicap? Ah oui. Tu veux mes aménagements pour mon handicap? Ouais. C'est sûr que là, je pense que ça va avoir. Puis espérons que entre tout ce que vous avez dit aussi, ça peut faire le déclic à la personne. Mais le but, c'est qu'avec nos actions, les personnes qui disent ça. Oui. Donc on se retrouve jamais dans cette situation. J'espère. Malheureusement, c'est bon. Après, on sait jamais, ça peut tomber. Alors, je vous propose une autre mise en situation. Donc là, c'est plutôt tourné au fait que y ait un parent ou un enfant qui est dyslexique, qui est plutôt tourné autour du parent. Qu'est-ce que nous, en tant que parents, on pourrait répondre à ça, par exemple? Donc, vous discutez avec une maman ou un papa à la sortie de l'école ou pendant une réunion parents-prof. Vous parlez de votre engagement, de votre asso, des différents types de troubles. Et là, cette personne vous dit avec beaucoup d'émotion, moi-même, si mon enfant a des difficultés à l'école, je refuse de lui coller une étiquette comme 10 ou TDAH. Il est normal, je veux pas qu'on le traite différemment et qu'il se sente à part. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Ou même des fois, je pense que peut-être les parents, ils peuvent ressentir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils se sentent mieux, avoir un regard différent sur leur enfant? Ils refuseraient de mettre des lunettes à leur enfant s'ils les voyaient mal. Non, mais c'est vrai. Après, là, ils le voient différemment parce qu'ils vont se dire que ça va, le fait de lui mettre un diagnostic et de lui coller cette étiquette, ça va lui empêcher de faire ses études et tout. Mais en fait, s'ils le font pas, c'est eux qui mettront des bâtons dans les roues de leurs enfants parce qu'au final, c'est eux qui leur permettront pas d'avoir suffisamment d'aménagement et d'adaptation pour les mener à faire des études qui sont réussies. Et justement, ça va les limiter. Donc, c'est dommage. La mise en situation elle me fait penser à un ami dont les parents ont jamais voulu qu'il fasse de diagnostic parce que ses professeurs au collège ou en primaire, je sais plus, lui avaient dit que s'il posait un diagnostic et qu'il avait une étiquette, il pourrait pas faire d'études et donc les parents ils ont pris ils ont cru le professeur qui leur avait dit ça et donc ils ont jamais fait de diagnostic et ils ont toujours eu peur même au lycée. Et donc résultat, il avait plus de difficultés là où il aurait pu mieux s'en sortir avec un accompagnement. Et un autre ami qui lui était un peu dans le même cas mais a changé d'avis et a passé un diagnostic. Et au final, ça l'a aidé et il s'en sort beaucoup mieux maintenant. Oui, c'est ça, parce que après, on fait de l'orthophonie, on fait des actions qui peuvent aider à. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'orthophonie. J'en faisais au moins 2 heures par semaine, jusqu'à longtemps. C'est pas. Enfin, je sais que certaines personnes que je connais qui sont dyslexiques ont un peu honte de dire qu'ils ont Enfin, ils ont continué à aller à l'orthophonie même quand ils étaient au lycée. Moi, je sais que j'ai continué jusqu'au dernier moment de mon collège. Et c'est vrai que peut-être que si les parents comprenaient que
aller chez l'orthophoniste et aider son enfant à, même, ok, t'es dyslexique, t'as des troubles, t'es TDAH, etc. Ça peut te permettre à mieux comprendre déjà toi qui tu es et après à trouver les clés de comment apprendre. Parce que, je sais pas, Maxime et Alexandre, comment vous faites pour apprendre par exemple des choses? Moi, je sais que on m'a toujours dit, avant qu'on découvre que je suis dyslexique, oui, apprends, il y a 3 types de manières d'apprendre, ou t'apprends en marchant, enfin avec des gestuels, ou t'apprends en écrivant, ou t'apprends en écoutant. Mais au final, moi, ma manière d'apprendre, c'est les 3. Ça dépend de la situation, ça dépend de tout ça. Donc je sais pas si vous aussi, vous êtes déjà arrivé à vous retrouver dans des situations comme ça, ou... Alors moi, comment j'apprends, j'en sais rien, c'est un peu aléatoire. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est juste parce que à la base, on a essayé de mettre une manière d'apprendre pour les gens, on va dire, classiques, lambda, sauf qu'au final, elle s'applique pas forcément déjà à tout le monde et à tous les 10. Je pense que c'est aussi une manière. Par exemple, je sais que j'apprenais mes poésies en faisant des gestes et j'apprenais à écrire ou à lire en répétant à l'écrit ou à l'oral, quoi. Donc, et toi, Maxime, est-ce que tu as ta manière d'apprendre à. Ouais. Mais je trouve que ça revient beaucoup aussi quand on parle avec des personnes dyslexiques, enfin, nous demander de choisir des orthographiques, enfin, qui ont une dys, nous demander de savoir comment on apprend ou comment on réagit à certaines manières de la classe, de l'école, etc. C'est assez compliqué parce que, en fait, au final, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Et c'est pour ça que j'ai posé aussi cette situation parce que c'était une manière aussi de faire un peu de prévention auprès des parents parce que avoir un suivi orthophonique, avoir tout ça, ça permet de découvrir en fait ces techniques. Et au final, en fait, on s'en rend même plus compte quand on les utilise parce qu'on sait pas laquelle on utilise, mais au final, ça fonctionne. Du coup, je sais pas si vous prônez aussi ça dans l'association. Poser un diagnostic, ça permet pas forcément que d'avoir des aménagements, ça permet aussi d'avoir un suivi médical derrière. Donc, par exemple, Maxime, lui, avoir sa dysphasie, ça lui a permis d'aller chez orthophoniste 4 fois par semaine, tous les midis. Et donc, déjà apprendre à parler. Et après, ils apprennent des méthodes, la méthodologie, comment faire après ce que vous faites chez orthophoniste, quoi. Avoir faire des séances d'ergo, etc. Et juste, on oublie trop souvent que c'est pas que pour les aménagements, mais qu'il y a tout le suivi derrière. Et parce que vous parlez aussi des TDAH, ça m'y connais beaucoup moins. Est-ce que vous pouvez faire un petit topo là-dessus? Peut-être que ça intéressera. Je sais que les gens connaissent moins. Quelqu'un veut en parler? Vas-y, Émilie. Vas-y. Non mais je suis pas TDAH, hein. Je suis pas médecin non plus, mais c'est Maxime par exemple, il est TDAH et il va avoir du mal à se concentrer, mais c'est pas forcément. Il pourra se concentrer sur quelque chose qui lui tient à cœur. Mais par contre, sur quelque chose où il a pas forcément envie, là où moi, même si j'ai pas envie, au bout d'un moment, je vais me concentrer, je vais travailler. Lui, il y arrivera pas. Après, il est très impulsif, enfin, il fait beaucoup. Là où nous, il va nous falloir 3 heures pour s'en remettre, lui, en 5 minutes, c'est reparti. Il a des temps de repos très courts, il s'en remet très vite. Aussi, il a la chance de vivre sur l'instant présent. Donc, quand il y a eu un problème dans la matinée, si on lui demande si la journée s'est bien passée à 17h, aucun problème. Alors que nous, on aura tous ruminé parce que ça nous aura saoulé à 8h. Mais lui, non, il passera directement à autre chose. Après, dire exactement ce que c'est le TDAH, on le fera pas, mais on peut dire sur notre vécu, quoi, ce qu'on voit de Maxime. Oui, mais j'ai vu que t'as souri quand t'as dit, quand ta sœur elle a parlé du fait que tu rumines pas les choses ou des choses comme ça, que tu passes vite à autre chose. C'est quand même un peu un super pouvoir quand même. Oui. Est-ce que tu veux en parler un peu plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... C'est cool quand même de pouvoir passer à autre chose facilement? Oui et non. Est-ce que tu peux donner une situation par exemple où c'était bien et une situation où c'était un peu moins cool? Même imaginaire, hein. Quand il se dispute avec nous, moi je vais lui en vouloir. Alors que pendant l'heure qui va suivre, je vais toujours lui en vouloir. Alors que lui, il va revenir, va me faire un câlin. Alors que j'ai pas envie qu'il vienne nous voir. Parce que lui, il sera passé directement à autre chose. La dispute, elle s'est passée il y a 1 heure. Voilà, c'est fini. Mais du coup, c'est difficile, c'est en décalage avec nous aussi. Oui. Oui, pour les gens autour, c'est plus compliqué, mais bon. Après, si on sait que tu réagis comme ça doit être aussi peut-être un peu du caractère, ça doit
être avec tes âges de caractère parce que c'est vrai que des fois quand t'es énervé que la personne après elle revient te voir ouais coucou alors surtout quand c'est ton frère ou ta sœur tu fais quoi, ils sautent dans ta chambre non mais laisse-moi tranquille en fait c'est mieux ok. Est-ce que pour conclure chacun vous avez envie de dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent qui a pour vous une importance, que ce soit par exemple toujours faire mieux. Par exemple, moi, ce serait j'ai toujours envie de faire mieux, d'avoir mon mantra, c'est aller toujours plus loin dans mes projets et que j'ai aucune barrière, que dès que j'en ai une, j'arrive à la sauter, que ce soit personnel, professionnel, etc. Moi, c'est ce message-là que j'aurais envie de transmettre aux gens, par exemple. Est-ce que vous en avez un que vous avez envie d'un peu transmettre grâce à ce moment-là Je dirais bien s'entourer, parce que ça part de ça. Et si on est soutenu par nos proches, par les personnes qu'on aime et par nos enseignants, même si on les choisit pas, c'est créer un contact et oui, on sera toujours poussé plus haut. Et si en fait, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc je pense que voilà, c'est vraiment s'entourer. Maxime, depuis qu'il s'est fait copain avec des personnes qui travaillent, il a des bonnes notes et c'est vraiment l'influence, je pense. Et pour les troubles 10, c'est vraiment ça. C'est si on est bien accompagné, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on a la chance d'avoir des parents qui nous poussent. Même si on choisit pas nos parents, mais toujours, on peut choisir nos amis pour compenser. Ok. Maxime ou Alexandre, est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Alexandre. Je dirais de toujours avoir des projets ou des objectifs pour toujours rester motivé et éveillé. Ouais. Moi, de ne jamais baisser bras. Est-ce que tu veux un peu plus en dire? Non. Ok. Sur cette note, nous allons terminer là parce que je crois que Maxime en a marre de parler dans un micro. Si ça vous va, on peut conclure le podcast comme ça. Peut-être si vous voulez donner comment on peut vous suivre ou s'il y a des professeurs qui nous écoutent, comment on peut vous contacter pour faire venir dans la classe ou des choses comme ça. On peut nous contacter sur nos réseaux sociaux. Du coup, c'est tiptop point officiel ou tiptop officiel. De toute manière, il y a nos têtes de partout, donc on nous reconnaît vite. Et c'est ça sur tous les réseaux sociaux. Et puis après, ne pas hésiter à en parler au directeur d'école et nous faire intervenir. Ok, nickel. Bon, du coup, on va conclure. Est-ce que la dernière fois, je crois que c'était Lucie qui nous avait fait la conclusion. Est-ce que ça vous va de la faire? Donc, il faut dire, c'était quoi qu'elle avait dit? Abonnez-vous et abonnez-vous au compte Wake Up Fest. Abonnez-vous au Wake Up Cast et après je ferai la fin du. Abonnez-vous au... Wake Up Cast. Ok. Abonnez-vous au... J'arrive pas. Désolée, le mot c'est pas le plus simple. Wake up. Wake Up. Wake up. Non, wake. Wake Up. 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 Cast. Cast. Wake up. Non, c'est pas Cup. Wake Up. Wake up. En plus, il se moque de toi. Wake Up Cast. Wake up cast. Oui, c'était ça. Ok. Abonnez-vous au Wake up cast. Nickel, parfait. Ok, je vais conclure du coup. Du coup, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aller écouter les anciens si vous l'avez pas déjà fait et surtout à vous abonner, comme vous a dit Maxime, pour les suivants. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, TikTok et Facebook. C'est le Wake Up Fest. Et on vous attend nombreux aussi à notre festival de cinéma qui valorise l'engagement.